Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire ce matin, quatrième webinaire de notre semaine Maghreb, dédié ce matin aux réformes et perspectives du secteur de la santé et de la e-santé en Algérie et au Maroc. Merci également à nos conférenciers d'être avec nous ce matin. J'ai le plaisir d'accueillir pour nous aider à aller plus en détail dans ce secteur santé e-santé. Tout d'abord pour l'Algérie, j'aimerais vous présenter Halim Hamar Kodja, qui est directeur adjoint de la Chambre de commerce franco-algérienne. Bonjour Bonjour Halim. à tous. Donc Halim est l'un des prestataires agréés de BCI pour l'Algérie depuis de nombreuses années. Certains d'entre vous le connaissent certainement déjà. Et on a l'honneur aussi ce matin d'avoir avec nous Monsieur Malik Haït Saïd. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci pour d'apporter votre expertise en complément de celle de Halim pour l'Algérie. Donc Monsieur Haït Saïd est PDG de EthicMed, consultant Market Access dans le domaine de la santé et de la e-santé. Je vais maintenant vous présenter nos deux intervenantes pour la partie Maroc, Faiza et Nadia. Bonjour mesdames, merci à vous aussi pour votre présence ce matin. Bonjour, bonjour. Merci à vous. Donc Faiza et Nadia font partie de la Chambre française de commerce et d'industrie au Maroc. Elles aussi sont partenaires du réseau de prestataires agréés de BCI pour le Maroc. Là encore, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà Faiza et Nadia plus particulièrement pour le domaine santé, puisque Nadia a son expertise dans ce domaine, dans ce secteur. Avant de poursuivre avec la traditionnelle présentation de BCI, j'aimerais vous faire un petit point à vous participants sur le déroulement de ce webinaire. Donc, cet échange de ce matin, c'est vraiment votre moment. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire à prendre la parole, à poser vos questions, soit par écrit avec le petit chat proposé par Zoom, soit tout simplement en demandant à ce que j'active vos micros. C'est toujours plus facile de s'exprimer oralement que par écrit. Donc, voilà, ce webinaire, c'est vraiment le vôtre. C'est un moment privilégié pendant lequel vous pouvez vous poser vos questions directement aux experts qui sont avec nous ce matin. Donc, surtout, n'hésitez pas. Pas de stress pour la prise de notes. La présentation qui sera faite ce matin va être disponible en ligne sur notre site web via la plateforme BCI Info. Il y aura aussi un podcast disponible d'ici quelques jours. Le webinaire est enregistré, donc ça vous permettra de revoir ce webinaire ou de transmettre le lien à vos collègues qui n'auraient pas pu se connecter avec nous ce matin. En fin de webinaire, lorsque vous allez vous déconnecter, je vous remercie par avance de prendre 2 petites minutes pour répondre au questionnaire qui va vous être proposé, qui va s'afficher lorsque vous allez vous déconnecter. Ça prend vraiment 2 minutes à peine et c'est vraiment important pour nous de recueillir vos appréciations, vos suggestions pour toujours améliorer nos services à l'occasion de prochains webinaires. Donc, s'il vous plaît, répondez à ces quelques questions. Il y a 10 questions, ça prend vraiment très peu de temps. Donc, le webinaire de ce matin, comme je l'ai dit en introduction, donc on va parler des perspectives du marché de la santé et de la e-santé. Ce webinaire, on vous le propose en partenariat avec le cluster Biotech Santé Bretagne. Biotech Santé Bretagne est notre partenaire sur tous les webinaires et événements santé e-santé que l'on va vous proposer tout au long de l'année. On va voir donc ensemble ce matin comment les deux pays, Algérie et Maroc, doivent riposter en fait face à la pandémie Covid d'une part, mais aussi comment elles doivent poursuivre le renforcement de leur réseau hospitalier et poursuivre la réforme de leur système de santé. Donc entre refonte globale du secteur, de ce secteur stratégique qu'est la santé pour l'Algérie et l'exécution du plan de santé 2025 pour le Maroc, les opportunités, vous allez le voir, sont concrètes et bien présentes dans les deux pays, tant en termes de débouchés commerciaux qu'en partenariat technologique. Donc, on va évoquer avec nos experts ce matin tous les points essentiels que vous devez savoir
pour ce secteur santé, e-santé, dispositifs médicaux, que ce soit donc pour l'Algérie en première partie et ensuite pour le Maroc en deuxième partie. Je vais lancer la petite vidéo qui vous présente ou vous représente les différents services que BCI met à votre disposition. Ça dure 4 minutes. Je vous remercie par avance pour votre attention. Si vous avez un problème de son pour la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Vous souhaitez un appui pour assurer ou développer votre entreprise à l'international? BCI, Bretagne Commerce International, association d'entreprises de 1000 adhérents, vous accompagne à chaque étape de votre développement international, quelle que soit votre taille, votre secteur d'activité, que vous soyez adhérent ou non. Grâce à la diversité des métiers et aux compétences opérationnelles de l'équipe BCI répartie sur tout le territoire breton à votre proximité, tous les aspects du développement international sont traités, depuis l'information technique et réglementaire jusqu'au développement commercial à l'étranger, avec l'appui d'un réseau de prestataires agréés basés dans une centaine de pays. En 2019, BCI aura réalisé plus de 10 200 accompagnements pour plus de 2100 entreprises bretonnes, dont 30% étaient nouvelles. Sa mission principale consiste à favoriser l'export par la sensibilisation et l'information avec des services proposés gratuitement aux entreprises bretonnes. Ces services ont représenté en 2019 3632 conseils techniques, réglementaires ou stratégiques, 1681 rendez-vous en entreprise, 109 réunions d'information, 275 actions gratuites, recherche d'infomarché, réalisation d'études. Mais aussi favoriser l'export par l'accompagnement sur les marchés étrangers, dont 30 salons internationaux, 6 missions sectorielles à l'étranger, 18 délégations d'acheteurs en Bretagne, 155 prestations individuelles à l'étranger. BCI, c'est aussi favoriser l'investissement étranger en Bretagne en identifiant et en accompagnant des projets par le biais de son service Invest in Bretagne. Plus de 380 entreprises à capitaux étrangers sont implantées en Bretagne, employant plus de 36 000 personnes. Anticiper l'évolution des marchés et faciliter la prise de décision avec BCI Info, le service de veille et d'information en ligne avec en 2019 3400 articles et brèves, 630 études, 300 fiches sectorielles. Réseauter et s'informer lors de l'Open de l'International, l'événement annuel de l'économie bretonne. Une édition 2019 en présentiel qui a regroupé plus de 1100 participants avec plus de 1000 rendez-vous B2B et plus de 50 pays représentés. Et une édition 2020 en ligne avec 600 rendez-vous B2B. Face à un commerce mondial en plein bouleversement, BCI s'attache à rester agile et réactif pour répondre à vos problématiques. Ainsi, pour vous préparer au Brexit, BCI a mis en place un numéro vert et un cycle de réunions d'information. Pour vous informer de la situation dans le monde lié au Covid-19, BCI a quotidiennement enrichi sa plateforme BCI Info et a organisé des webinaires avec ses prestataires basés à l'étranger. BCI poursuit sa transformation numérique avec la mise en place de nouveaux services, tels que les tutoriels dédiés au commerce international, les rencontres d'acheteurs en visio et les e-missions pour exporter sans se déplacer, ou encore BCI Connect, l'outil de mise en relation de dirigeant à dirigeant. Avec un mode de fonctionnement unique, une gouvernance assurée par un conseil de surveillance présidé par ses financeurs, le Conseil régional de Bretagne et la Chambre régionale de commerce et d'industrie, et un directoire de 12 chefs d'entreprise élus parmi ses adhérents. BCI agit pour l'internationalisation des entreprises bretonnes et de l'économie régionale. D'après l'étude d'impact de l'activité de BCI, réalisée en 2020 sur un panel de 300 entreprises ayant utilisé ses services, 98% des entreprises sont satisfaites de l'apport de BCI. Pour la 4e année consécutive, ce pourcentage est en hausse. 84,5% déclarent avoir atteint l'objectif qu'elles s'étaient fixé en s'adressant à BCI. 39% d'entre elles ont déjà enregistré un développement concret de leur activité. 54,8% par la hausse de leur chiffre d'affaires et 10,4% par la création d'emplois CDI. Avec Bretagne Commerce International, rejoignez les entreprises bretonnes qui osent le monde. Pour vous, société bretonne, votre point d'accès pour vous aider dans votre accompagnement et votre développement, si vous avez besoin de conseils, votre interlocutrice privilégiée dans le secteur santé est Catel Joliffe, notre chargée d'affaires.
Et pour tout ce qui est e-santé, télémédecine, votre chargé d'affaires est Nicolas Plantis. Vous retrouverez leurs coordonnées à la fin de cette présentation. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, donc réforme et perspectives du secteur de la santé et de la e-santé. On va démarrer par l'Algérie. Et je vais donc laisser la parole à Monsieur Aïd Saïd pour vous présenter tout d'abord le secteur avec les différents sous-secteurs MedTech, Pharma, etc. Ensuite, une présentation brève du secteur de la e-santé, présentation des infrastructures, et ensuite on parlera des procédures d'enregistrement, homologation, et enfin avec Halim, conseil et infos pratiques pour accéder au marché. Je vous laisse la parole, Monsieur Aïd Saïd. Je vous en prie, le micro est à vous. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci de m'avoir invité. C'est avec grand plaisir que je vais partager avec vous le secteur santé en Algérie qui, comme vous le savez, a subi pas mal de transitions politiques, économiques et sociales. C'est un secteur qui est primordial en Algérie, fortement soutenu par notre État. Vous savez que la gratuité est consacrée depuis notre indépendance. Maintenant, si j'entame carrément les indicateurs de couverture sanitaire, comme vous les voyez, ils sont pratiquement, c'est des taux de couverture assez généraux qui répondent aux besoins de la prise en charge des soins de la population. Il y a peut-être par rapport au taux une disparité par rapport entre les régions du nord et du sud, principalement tout ce qui est la médecine de spécialité et les paramédicaux. C'est pour ça que l'Algérie a instauré depuis 1985 la notion de service civil. C'est juste pour vous rappeler c'est quoi le service civil, c'est-à-dire quand un médecin spécialiste est fraîchement diplômé, avant de pouvoir travailler dans son lieu, dans sa ville ou faire une carrière hospitalière universitaire, il est obligé de consacrer en fonction des lieux désertés entre 1 année à 3 ans à travailler dans ces secteurs avant de rejoindre sa ville d'origine. Voilà. N'hésitez pas à m'interrompre et à poser des questions à tout moment. Oui. Le secteur de la santé a été libéralisé en 1990, puisqu'avant 1990, c'était un secteur sous monopole de l'État. Donc, c'est en 1990 que l'État algérien a décidé de libérer ce marché au privé, avec principalement 3 conditions, à savoir l'obligation d'avoir un programme d'importation pour les médicaments et dispositifs médicaux. Deuxième condition, que tous les produits avant leur mise sur le marché doivent être libérés par une institution, une forte institution, c'est le Laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques. Et troisième condition, tout ce qui est vaccin, dérivés du sang et dérivés morphiniques sont du domaine de l'État jusqu'à présent. Nous avons à peu près 5000 produits pharmaceutiques enregistrés. Voilà. Bon, aujourd'hui, en 2020, nous avons à peu près 55% de part de marché en production et 45% de part de marché en fabrication, en importation. Cela est dû, mais on va revenir peut-être plus loin, par les chiffres, parce que l'État algérien a décidé le 30 octobre 2008 de promouvoir la production locale en imposant la notion de production, à savoir tout produit fabriqué est interdit à l'importation. Voilà. C'est pour ça que, si vous voulez, avant 2008, la part de marché de la fabrication locale était à peu près de 20%, et à fin 2020, on est à 55%. Principalement sur les produits chimiques. Hein. Les produits biologiques ne sont pas encore fabriqués pour le moment en Algérie, et pourtant ça représente à peu près presque un tiers du marché algérien pharma. Je ne parle pas du dispositif médical. Hein. Allez-y. Donc, grâce à cette politique d'incitation à la production locale, puisqu'à l'ouverture du marché déjà en 90, tout importateur de produits pharmaceutiques
doit s'engager à réaliser un investissement industriel. D'ailleurs, c'est le seul secteur d'activité, à ce jour d'ailleurs, où l'activité d'importation est liée à l'activité de production. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui 175 unités de produits pharmaceutiques, dont une centaine dans les médicaments. Parce qu'encore une fois, on est soumis à un cahier des charges. On ne peut pas avoir une activité d'importation si on n'a pas une usine de production ou si on n'a pas l'intention de produire en Algérie. D'où les résultats de cette politique arrivent à ça, avec 175 unités opérationnelles à ce jour et plus de 450 nouveaux projets inscrits au niveau du ministère de la Santé. Ce secteur est tellement important pour le gouvernement algérien que depuis janvier 2020, nous avons carrément un ministère chargé de l'industrie pharmaceutique, uniquement. Vous me dites quand il faut changer de slide, monsieur Saïd. D'accord, allez-y. Bon, comme je vous ai dit, on est pour le moment, on n'a pas, sur le plan développement pharmaceutique, nous nous sommes concentrés sur les formes universelles, à savoir les formes sèches, liquides, stériles, pâteuses, très peu d'injectables. Et nous n'avons pas encore aujourd'hui d'unité consacrée aux produits de biotech. Mais dans les projets inscrits au niveau du ministère de la Santé, il y a à peu près 5 projets d'unités de fabrication des médicaments d'origine biologique. Allez-y. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le nombre de projets inscrits au niveau du ministère de la Santé. Principalement, il y a 300 projets aux médicaments, 92 en dispositif médical. Dispositif médical, ça a été encouragé par l'introduction depuis presque 4 ans de nouvelles unités de dispositifs, à savoir les fabrication des bandelettes glycémiques, sachant que le marché des bandelettes glycémiques était pendant longtemps le premier marché en Algérie, plus de 300 millions de dollars. Aujourd'hui, toutes les bandelettes glycémiques consommées en Algérie, à peu près 15 millions de boîtes de 50 bandelettes, sont fabriquées localement. C'est ce qui a encouragé d'autres entrepreneurs et d'autres entreprises de s'intéresser à ce marché des dispositifs médicaux. C'est pour ça que vous voyez ce chiffre de 92. Voilà. En matière de médicaments, ce qui est inscrit, je vous ai dit, c'est 3 unités d'oncologie et d'autres projets en produits biologiques, que ce soit Princeps ou biosimilaires, bien sûr. Allez-y. Lorsque vous parlez, là, entre parenthèses, d'autorisation provisoire, ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire qu'il y a en Algérie, avant de s'initier ou de réfléchir à entreprendre un investissement sur un projet industriel, on doit déposer un dossier préalable au ministère de la Santé. D'accord? En disant, moi, EthicMed ou toute autre société, j'ai l'intention d'investir dans une unité de pansement moderne, de tests rapides ou d'unité d'oncologie. On dépose tout un dossier administratif et technique au ministère de la Santé qui nous délivre une autorisation provisoire d'exploitation. Voilà. D'accord. Ça, c'est un peu la progression de l'inscription des nouveaux projets au ministère. J'ai fait exprès de reprendre uniquement les chiffres à partir de l'année 2008. Pourquoi l'année 2008? Parce que pour nous, l'année 2008 est l'année de référence où l'État algérien a imposé la protection de la production locale en vous disant que tout produit fabriqué est interdit à l'importation. C'est-à-dire, si je dois comparer entre 2003 et 2008, il y avait moins de nouveaux projets inscrits au ministère, mais depuis 2008, avec l'encouragement de la production locale, beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs se sont lancés dans ces segments de marché, principalement les médicaments, mais en deuxième position, le dispositif, parce que c'est un marché très porteur. L'avantage du dispositif par rapport aux médicaments, c'est que les médicaments, les prix sont administrés, alors que dans le dispositif médical, les prix ne sont pas administrés. Voilà. Plaque suivante. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Hein. Encore une fois, c'est le moment d'interagir avec nos experts ce matin. Ça, c'est l'évolution du marché pharma entre 2008 et 2020. Vous voyez très bien, c'est très lisible, la progression de la part de marché de la fabrication locale par rapport à l'importation.
Avant 2008, on était un marché plutôt de marché d'importation de produits finis. Et depuis 2008, grâce encore une fois à cette disposition de protection de la production locale a atteint en part de marché en valeur 55%. Et elle a encore de l'avenir devant elle par rapport aux nouveaux projets inscrits au niveau du ministère de la Santé, surtout par rapport aux produits à très forte valeur ajoutée, à savoir les produits d'oncologie et les produits biologiques. Alors, on a une question de Julien. Que voulez-vous dire par prix administré et prix non administré? D'accord. Je veux dire par prix administré, les marges pour tout ce qui concerne le médicament sont administrées par un décret de 1998. D'accord? C'est-à-dire, pour les importations de produits finis, je parle des médicaments, c'est une marge de 10% que partage l'importateur ou le producteur avec le distributeur, le grossiste. D'accord? Alors que dans le dispositif médical, les marges sont libres. Ça répond à votre question, Julien? Dites-nous par écrit ou oralement si la réponse vous convient ou si vous avez besoin d'infos complémentaires. Je passe au point suivant. Ça, c'est un peu la structure du marché. Nous sommes fournis par 40 pays, 300 fournisseurs. Tout ce qui est médicaux, on ne dépasse pas les 50 fabricants locaux. Ce n'est pas le cas des médicaments. C'était un marché dépendant de l'importation, je vous l'ai dit. Il y a eu un plan de relance de la production locale effectif en 2009 parce que la décision a été prise en octobre 2008. Et à partir de 2009, on a commencé à constater l'augmentation des parts de marché de la production locale. Concernant le médicament, il y a un tarif de référence géré par le ministère du Travail à travers le comité d'enregistrement des produits pharmaceutiques. Et puis, le pouvoir de substitution en pharmacie est inscrit dans la loi depuis 1987. Il faut savoir que, encore une fois, la gratuité des soins est consacrée par la Constitution. Il y a une couverture sociale presque à 100%, 80%, 82% des patients algériens disposent de l'équivalent de la carte Chifa, c'est-à-dire de la carte vitale, pardon, c'est la carte Chifa. Donc, ils ont accès au tiers payant. Voilà. Il y a un tarif de référence et des mesures incitatives principalement pour les médicaments au niveau des pharmacies, puisqu'ils ont des majorations de marge en fonction qu'ils dispensent de produits exclusivement génériques ou de produits exclusivement fabriqués localement. Concernant le marché de dispositifs médicaux, du matériel médical, c'est un marché aux alentours de 700 millions d'euros, avec à peu près 286 millions pour 2020. C'est ce qui a été déclaré par les importateurs et fabricants au ministère de la Santé, 286 millions d'euros pour le secteur privé. Il y a plus de 1022 agréments inscrits au niveau de la Direction générale de la pharmacie et des équipements de santé comme agrément. Et les principaux marchés, c'est le marché de l'imagerie médicale, du dispositif, de la désinfection, de l'hémodialyse et des implants et des prothèses orthopédiques. Malheureusement, sur ce marché, nous n'avons très peu de données par rapport au marché pharma, puisqu'au marché pharma, vous savez très bien qu'on a accès payant en utilisant IMS anciennement, maintenant sur Acuvia, où on a toutes les données nécessaires sur la consommation du marché par produit, par secteur, par région. Concernant le dispositif médical, on a peu de données. C'est un marché qui n'est pas encore bien organisé. Par exemple, vous savez très bien qu'en Algérie, nous avons une très forte association, c'est l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie, qui regroupe à peu près 40 opérateurs, mais pratiquement exclusivement dans la pharma. Mais dans le marché du dispositif, par exemple, il n'y a pas d'association représentative, etc.
il existe une idée de créer réellement une association forte pour représenter les opérateurs dans ce secteur. Il est bien entendu que concernant la notion de protection de la production locale, cela s'applique au dispositif médical. C'est-à-dire, si un fabricant arrive aujourd'hui à fabriquer un dispositif médical et qu'il est prêt à couvrir la totalité du marché, l'importation est interdite pour les produits concurrents identiques, bien sûr. Plaque suivante. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions pour le moment. Concernant le secteur e-santé, c'est un vœu exprimé par les autorités depuis plusieurs années, mais pour la première fois, une disposition lui a été consacrée dans la nouvelle loi de santé de juillet 2018. C'est la première fois que la loi consacre cette activité très importante pour accompagner la santé en Algérie. Et dans cette disposition, il incite expressément à encourager la coopération locale et surtout internationale. Voilà. Il y a eu création et installation de l'Agence nationale de numérisation en janvier 2021, qui est hébergée pour le moment par l'Agence nationale de la documentation de la santé. Il y a de plus en plus de création de sociétés savantes dans ce domaine, mais principalement dans la télémédecine. Elle se développe, l'activité e-santé se développe beaucoup plus dans le secteur privé que dans le secteur public, plus dans le dispositif médical que dans le secteur pharma. Voilà, c'est une activité d'avenir et un besoin exprimé à tous les niveaux, puisque même il y a eu un séminaire international avec l'Organisation mondiale de la santé qui est prête à nous accompagner sur ça. C'est un secteur vraiment d'avenir, la volonté y est, les capacités intellectuelles existent, mais c'est clair que c'est l'un des secteurs où la coopération internationale doit s'affirmer en priorité. Est-ce qu'il y a des besoins particuliers, que ce soit dans le domaine de la e-santé d'ailleurs ou dans la santé? Est-ce que vous pouvez faire un petit point sur Allez-y. Un point peut-être récapitulatif sur les besoins algériens en compétences, en produits, en expertise. Si on devait classer les opportunités pour nos sociétés bretonnes en fonction de leur expertise et donc des besoins en Algérie, quels seraient ces besoins? Les besoins, déjà, c'est un nouveau concept pour nous. Donc, on ne connaît pas tous les contours, tout ce que peut apporter le e-santé pour améliorer le secteur santé en Algérie. C'est pour ça qu'on est ouvert à tous les besoins, c'est-à-dire des besoins basiques aux besoins les plus technologiques, je veux dire par là. On se concentre sur la télémédecine parce que, entre guillemets, c'est ce qu'on pense maîtriser le mieux. On a une idée comment ça se passe. On réfléchit depuis à peu près 8 ans pour numériser tous les dossiers médicaux, le management au niveau des structures de santé, principalement au niveau des urgences médico-chirurgicales. Il y a eu même à un certain moment, il y a 4 ou 5 ans, un accord de partenariat avec une multinationale spécialisée dans ce secteur. Je veux dire, le besoin existe. Pratiquement, on démarre de zéro, madame. D'accord. Si vous voulez intervenir, participants et participantes, n'hésitez pas. On va donc passer au point suivant sur les infrastructures. Les infrastructures, nous disposons actuellement, comme vous voyez, de 15 CHU, un établissement hospitalier universitaire qui est principalement désigné à Oran, des établissements hospitaliers spécialisés. Enfin, en tout, nous avons 573 structures. Il faut savoir que depuis la chute du prix du pétrole en 2014, il y avait pas mal de nouveaux projets inscrits au niveau du ministère de la Santé. Il a même été créé une agence nationale chargée de suivre ces nouveaux projets. Malheureusement, tous ces projets ont été gelés. Il y a de temps en temps l'aval de notre gouvernement
pour dégeler un ou deux projets par-ci par-là, mais pour le moment, c'est les infrastructures actuelles. Il y a peut-être 2 nouveaux projets inscrits pour l'année 2021, agréés récemment par le Conseil des ministres, principalement à l'est du pays, parce que l'est du pays, c'est la région la plus médicalisée, que ce soit en population ou en acteurs. Et nous disposons à peu près, aujourd'hui, à peu près de 77 lits d'hospitalisation. Allez-y. Le secteur privé se développe énormément dans le secteur des soins. Il y a plus de 249 cliniques médico-chirurgicales, mais chaque mois que Dieu fait, de nouveaux demandes d'agrément sont déposées au ministère de la Santé. Ici, il faut savoir que dans le secteur privé, à ce jour, il y a 3 activités qui sont prises en charge complètement par les caisses de sécurité sociale, à savoir l'hémodialyse, prise en charge à 100%, la chirurgie cardiaque et récemment les accouchements. Sinon, toutes les autres activités sont prises en charge exclusivement par le patient. D'accord? En dehors de ces 3 secteurs, chirurgie cardiaque, hémodialyse et accouchement, tout le reste est pris en charge par les ménages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je passe à la diapo suivante. Il n'y a pas de questions de la part de nos participants, donc je poursuis. Les procédures d'enregistrement, vous savez, je vous ai dit que depuis, avec le nouveau gouvernement, on a bénéficié d'un ministère délégué à l'industrie pharmaceutique en janvier, qui s'est érigé en juin en ministère de l'industrie pharmaceutique. Comme il y avait la loi de juillet 2018 qui avait inscrit pas mal de nouvelles dispositions réglementaires concernant les établissements pharmaceutiques, les enregistrements des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. Donc, ce nouveau ministère de l'Industrie s'est attelé depuis octobre, depuis qu'on lui a divulgué ses prérogatives. C'est ce ministère de l'Industrie qui est en charge de toute l'activité pharmaceutique en Algérie, privée ou publique. Donc, nous avons bénéficié des nouveaux textes sur les procédures d'enregistrement et d'homologation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'avantage par rapport aux années précédentes, qu'on a une meilleure visibilité, une meilleure transparence sur les procédures d'enregistrement et d'homologation des produits pharmaceutiques. En moyenne, ce qui est écrit dans les textes, je pense que c'est ce qui intéresse le plus nos partenaires actuels et futurs, c'est les délais d'enregistrement, c'est à peu près 6 mois pour un produit pharmaceutique et 8 mois pour un dispositif médical. Plaque suivante. Je veux dire par là, ça c'est les procédures d'enregistrement qui, à mon sens, sont presque universelles. On fait une demande de dépôt de dossier, la commission d'enregistrement examine la demande. Si elle est favorable, vous déposez tout le dossier pharmaceutique ou des dispositifs médicaux. Des experts, que ce soit en médicaments, dispositifs valide ou non le dispositif ou le médicament. Et après, concernant le médicament, il passe au comité économique qui doit valider le prix à la fabrication ou à l'importation. Concernant le dispositif médical, encore une fois, ce n'est pas un produit administré, il n'y a pas de passage par le comité économique qui valide le prix à l'import ou à la fabrication. Plaque suivante. Voilà. On va passer la parole à Aline. Peut-être qu'il y a des questions avant que l'on cède la parole à Aline pour les conseils d'accès au marché. Merci beaucoup, Monsieur Aïd Saïd, pour votre intervention. Alors, question de Catel. Il faudrait rappeler auprès de quelle autorité il faut déposer le dossier pour les dispositifs médicaux? À l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. À l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, l'AMPP.
Et pour la e-santé? La e-santé, c'est le ministère de la Santé. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais céder la parole à Delphine. Il y a une autre question, Karen. Oui, voilà, j'ai activé le micro. Bonjour Delphine. Bonjour. Moi, je travaille avec l'Algérie depuis plusieurs années et il se trouve que depuis 2 ans, donc je fais du dispositif médical implantable, je fais des implants intraoculaires, donc des implants pour les yeux. Et depuis 2 ans, nos programmes d'importation sont bloqués. Et moi, c'était un gros marché pour moi, l'Algérie. Et donc, depuis 2 ans, je ne peux plus rien faire du tout. Bon, je comprends votre question, mais encore une fois, c'est lié à la disposition de l'arrêté du 30 octobre 2008. Tout ce qui est fabriqué, tout ce qui est supposé fabriquer, et je vais vous donner plus de détails après si c'est nécessaire, est supposé être interdit à l'importation. Il semblerait qu'il y ait un fabricant local d'implants oculaires à Oran. Et donc, après, honnêtement, même après, c'est un détail, ce n'est pas l'objet de cette conférence, mais je pourrais vous donner plus de détails après ou comment essayer de trouver une solution par rapport à ça. C'est aussi mon rôle. Après, il faut savoir, est-ce qu'il fabrique tout l'équivalent de toute votre gamme ou non? Est-ce qu'il s'y fait tout le marché ou non? Après, encore une fois, c'est une étude à faire localement sur le marché et savoir qu'est-ce qu'il faut proposer prochainement. Enfin, quand je dis prochainement, la date limite de dépôt des programmes d'importation, c'est le 30 janvier 2021. Oui, donc c'est fou. Non, juste pour vous répondre, parce qu'ils n'ont pas donné de programme d'importation à votre distributeur ou vos distributeurs parce qu'il y a un producteur local. Maintenant, dans l'absolu, madame, dans l'absolu, c'est juste un conseil, ce n'est pas parce qu'il y a un producteur local que le marché doit être fermé complètement. Après, honnêtement, je ne pense pas que ce producteur local puisse fabriquer tous les types d'implants, sachant, bon, je ne suis pas expert, mais je connais très bien, enfin, assez bien ce marché. Il y a différents types d'implants, etc. Donc, oui, en particulier sur les implants premium, c'est sûr que ce fabricant-là ne les fait pas, ça c'est sûr. Sur du classique monofocal, non, il y a là-dessus, ok. Monofocal, personne ne les fait, voire même très peu d'importations, juste après, on ferme la parenthèse parce que par rapport à leur, etc. Sinon, ils sont très demandés par nos ophtalmologues. Tout à fait. J'ai eu moi-même une proposition d'un laboratoire suisse par rapport à ça, mais encore une fois, mon âme et conscience, si vous faites les implants, comment on dit, focaux, vous êtes éligible à ce que vos distributeurs obtiennent un programme. Voilà tout ce que je peux vous dire. D'accord, ben on se contactera après pour voir comment, parce que moi, je n'ai pas trouvé de solution depuis 2 ans et j'ai plus du tout de marché. Donc, bon, encore une fois, je vous donne la solution gratuitement aujourd'hui. Un produit qui n'est pas fabriqué localement, il est éligible à être exporté. Voilà, tout ce que je peux vous dire. D'accord, merci. Ce que je vous propose, Delphine, effectivement, c'est de faire une visio ou un call classique, mais après le webinaire avec Catel et puis Halim et Monsieur Aïd Saïd dans ces cas-là. On peut organiser ça rapidement après le webinaire. On va vous recontacter pour vous proposer des dates. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Alors, autre question de Catel. Quel est le budget pour déposer un dossier et quel est le budget pour une procédure d'enregistrement? Je crois qu'on a une plaque. J'ai mis une plaque par rapport à ça. Alors. Si c'est pour un médicament essentiel, c'est 600 000 dinars. Donc, vous divisez par 160, vous avez le coût. Karen, reprends juste la dernière présentation que je t'avais envoyée. On avait inséré des slides dedans. C'est ça, la dernière présentation. Dispositif médical, c'est à peu près 1 000 euros. 1 500 euros plutôt.
à l'importation et 1 000 euros si c'est un produit fabriqué localement. Mais retenez plutôt à peu près 1 400. C'est ça, Halim, hein, je divise Alors, par un instant, je suis en train 60 de... 000. Donc, ce coût comprend le dépôt du dossier et la procédure d'enregistrement. Tout ça, oui, oui. Enfin, on n'exige que le coût de remboursement. Après, il faudrait que le fabricant, l'exportateur, désigne une agence qui va s'occuper de cette activité réglementaire. Alors, ce que je vous propose, Karen, parce qu'il y a une présentation datée du 19, qu'elle soit disponible directement sur le site et être transmise aux participants. OK. Voilà. Alors, Tu recheckes tes mails, je viens juste de te la renvoyer. j'entends quelque chose qui sonne. Je ne sais pas chez qui. Est-ce que vous entendez aussi une sonnerie ou il n'y a que moi? Oui, non, non, on entend. Ça y est, pas plus. Bon. Très bien. Et ce que je vous propose aussi, Karen, c'est avec Katel Jolieff, c'est d'organiser une visio ou une conférence téléphonique avec Madame Lacambre et moi-même et Monsieur Malik Aït Saïd pour parler de son projet. Oui, c'est ce que je viens de proposer. On va la recontacter pour fixer un rendez-vous. Voilà. Et sur la présentation complète, vous avez tous les frais d'enregistrement des médicaments et le mécanisme à suivre. C'est ça. Médicaments, voilà, et dispositifs médicaux. Je viens de te renvoyer l'email. D'accord, ben j'insérerai ces slides dans la présentation qui sera dispo sous BCI Info. Alors, attends, il y a une autre question. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un intermédiaire algérien pour enregistrer les produits ou Oui. est-ce qu'on peut passer en direct? Non, parce qu'il vous faut un pharmacien, un directeur technique qui puisse être le vis-à-vis du ministère de la Santé. C'est le pharmacien qui est chargé de suivre toutes les étapes d'enregistrement jusqu'à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché ou de la décision d'homologation du produit. Il est clair aussi que le distributeur que le fournisseur aura identifié pourrait aussi s'occuper de ça. Après, c'est une question contractuelle. Voilà. Mais pour répondre, on ne peut pas le faire à distance. Voilà. On ne peut pas le faire à distance. Il y a d'autres questions. Katel, tu souhaites peut-être que j'active ton micro? Ce sera plus simple si tu as d'autres questions. Toi, tu as un regard terrain de ce dont ont besoin les entreprises et quelles sont les questions généralement qu'elles se posent. Donc, si tu veux intervenir, surtout n'hésite pas, ton micro est ouvert. Non, mais je pense que voilà, je vais pas, on va continuer sur pour la présentation, puis après, je viendrai avec toutes mes questions éventuellement après. Mais non, on poursuit. Merci, Karen. Alors, Halim, je te laisse la parole pour la partie conseil. Merci Karen, merci Monsieur Malik Aït Saïd. Tout d'abord, permettez-nous de vous souhaiter une très bonne année 2021, plein de bonnes choses, plein de bonne santé surtout, d'amour et d'eau fraîche. Alors, après le cadre, on va dire, économique du secteur, on va parler pratique des affaires. Comment ça se passe réellement dans vos relations avec vos partenaires, qu'ils soient importateurs, ou distributeurs ou même fournisseurs? Alors, il y a l'aspect de la domiciliation bancaire. La loi dit que toute opération d'importation de biens ou de services est soumise à l'obligation d'une domiciliation bancaire. Cette domiciliation, elle est préalable à tout paiement, à tout engagement, à tout dédouanement et à tout transfert de fonds. Elle est de 4% pour les services, 0,5% pour l'importation de marchandises destinées ou non à la remonte en état et de 1% pour les opérations dans le cadre du CKD-SKD. Donc, complete knockdown et semi-knockdown. En ce qui concerne les incoterms, à chaque fois, il faudra prioriser l'incoterme FOB, chaque fois que c'est possible. Si vous utilisez un autre incoterme, CFR ou CPT, il faudra absolument dissocier le coût du fret du prix de la marchandise. Bien entendu, l'incoterme utilisant une assurance est prohibé en Algérie,
car la loi algérienne stipule que l'assurance doit être payée ici. Donc, je reprends, à chaque fois, il faut prioriser l'incoterme FOB. À défaut, si vous utilisez un autre incoterme CPT, CFR, il faudra donc faire ressortir le coût du fret de celui du prix de la marchandise. Vous avez la possibilité donc d'utiliser l'incoterme sortie d'usine ex-works. Pour cela, il faut que votre client présente le document douanier d'EDIS. Bien entendu, vous avez la fiche Incoterm, voilà, fiche Incoterm 2020 qui est disponible sur BCI Info. Merci, Halim. Et si la fiche Incoterm ne suffit pas, mes collègues en CCI territorial sont à votre disposition pour tous ces aspects techniques et réglementaires. Je vous donnerai les coordonnées, vous les retrouvez sur notre site web aussi. Mais voilà, vos conseillers à l'international dans votre CCI sont tout à fait à votre disposition pour vous expliquer en détail chaque particularité de chaque Incoterm. Alors, moyen de paiement. Paiement de marchandises, qu'elles soient destinées ou non à la revente en état. Vous pouvez vous faire payer par crédit documentaire, remise documentaire ou transfert libre. Donc, que ce soit votre produit est destiné ou non à la revente en état sur le marché algérien, donc crédit documentaire, remise documentaire, transfert libre. Vous avez la possibilité d'utiliser une Stand-by Letter of Credit, une SBLC, pour une couverture globale. Pour le paiement des services, vous êtes prestataire de services, il est fortement recommandé d'établir un contrat, surtout dans le domaine de l'assistance technique. Et en plus de la domiciliation, vous avez une pré-domiciliation qui est requise. Et vous avez aussi une retenue à la source de 30%. Je reprends, importation donc, de produits destinés ou non à la revente en état, crédit documentaire, remise documentaire, transfert libre. Vous pouvez aussi établir une SBLC. Pour l'importation d'un service, on vous recommande fortement d'établir un contrat. Il faudra noter que vous avez une retenue à la source de 30%. Après, vous avez les accords entre l'Algérie et la France où cette retenue à la source peut être revue à la baisse. Là, on pourra revenir si vous êtes intéressé par cela, on pourra en discuter plus tard. Donc, dans le négoce, généralement, donc importation et revente en état, l'opérateur est obligé de domicilier son opération 30 jours avant l'expédition de la marchandise et provisionné à hauteur de 120%, sauf dans le cas des médicaments où il n'y a pas cette obligation de domicilier 30 jours avant et alimenter le compte 120% du montant. Bien entendu, pour la revente en état, votre client va vous demander un certificat de libre circulation. Là, vous avez aussi sur BCI Info un modèle de certificat. Sinon, on vous recommande fortement de vous rapprocher de vos conseillers sectoriels qui vont vous donner un exemplaire. L'étiquetage en arabe est obligatoire. Il est porté sur l'unité de vente. Et l'étiquetage devra être fait avant l'expédition de la marchandise. Donc, chez vous. Autre slide. Sur les nouvelles dispositions de la loi de finances 2021, donc parmi les nouvelles dispositions, de façon générale, il y a le nouveau moyen de paiement à terme de 45 jours avant l'expédition de marchandises. Bien entendu, certains produits dits stratégiques ou de large consommation ne sont pas soumis à cette règle. Autrement dit, les médicaments. Dans la facture, alors, il faut savoir que vous ou votre client, vous avez affaire à une administration, on va dire, assez rigide et que cette administration fait très attention à la facture. Dans cette facture, donc, il ne faut pas octroyer plus de 5% de remise. Il faudra faire attention à bien inscrire les incoterms et les conditions de paiement, donc que ce soit en crédit documentaire ou en remise documentaire, les clauses pour les incoterms. Et aussi un autre point important, le tampon humide doit être apposé sur la facture. Et bien sûr, je reviens tout à l'heure au moyen de paiement, vous avez la possibilité de demander à un acompte, mais celui-ci ne peut excéder les 15%. Au-delà de 15%, il faut un accord de la Banque d'Algérie.
En ce qui nous concerne, en tant que Chambre de commerce et d'industrie algéro-française, partenaire de French Healthcare ici en Algérie, nous allons organiser la 3e rencontre d'affaires algéro-française de l'industrie pharmaceutique et des dispositifs médicaux le 19 et 20 octobre. Une journée à Alger, une journée à Constantine. Pourquoi Constantine? Je reviens à ce que disait tout à l'heure M. Malik Saïd, c'est que c'est l'est de l'Algérie, où le pôle industrie pharmaceutique et dispositifs se trouve à l'est de l'Algérie. Et Constantine est l'une des villes où on concentre le plus de laboratoires dans ce sens. C'est tout pour moi, on reste à votre disposition. Il y a aussi parmi nous mon collègue Akram Hamouda qui est responsable de la veille réglementaire économique qui se fera un plaisir de répondre à votre question en direct. Merci beaucoup. Merci messieurs pour cette partie Algérie. Est-ce qu'il y a des questions avant que l'on passe à la deuxième partie sur le Maroc? N'hésitez pas, on ne va pas forcément structurer le webinaire de manière à avoir en toute fin un moment questions-réponses. On va vraiment scinder en 2 temps, Algérie et Maroc. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Personne ne réagit, c'est que l'exposé était clair et détaillé. Ah, question néanmoins sur les appels d'offres. Est-ce qu'il y a des appels d'offres auxquels les entreprises bretonnes peuvent répondre? Comment ça se passe pour y répondre? Appels d'offres internationaux et les entreprises peuvent répondre, bien sûr. Est-ce qu'en tant qu'entreprise étrangère, elles peuvent répondre directement à l'appel d'offres ou est-ce qu'il faut qu'elles aient un partenaire local pour prétendre Comment? Est-ce qu'il faut que les entreprises bretonnes aient un partenaire local algérien pour pouvoir répondre à l'appel d'offres ou est-ce qu'elles peuvent y répondre en direct? Partenaire pour qu'ils puissent suivre la soumission, suivre l'appel d'offres, les résultats, suivre les contrats, signature des contrats et s'occuper du recouvrement des paiements, etc. C'est idéal, il leur faut moins une personne. Alors, ça c'est partenaire conseil, j'ai envie de dire, mais en tant qu'entreprise fournisseur, non. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une domiciliation associée en Algérie ou pas? Pas du tout. D'accord. Alors, peut-on avoir, est-ce qu'il y a une liste? Qu'elle demande s'il y a une liste des appels d'offres disponibles peut-être sur un site web? Il y a un site web sur lequel on peut s'abonner, ils ont accès à tous les appels d'offres. Est-ce que vous pourrez me donner ce site web de manière à ce que je le rajoute dans la présentation? Je vous l'enverrai. Je n'ai pas en tête le nom du site, mais… Je rajouterai ça à la présentation. Bien sûr. Alors, on va passer au Maroc, si vous voulez bien. Je vais laisser la parole à Nadia pour vous présenter d'une part donc, le secteur santé, hein, toujours avec les sous-parties MedTech, Pharma, Biotech. On va mettre en lumière les besoins et les compétences recherchées. Ensuite, Nadia nous parlera de la e-santé, des infrastructures et puis donc des systèmes de distribution. On fera après un point sur les opportunités de marché en termes de relations, enfin de vente ou de partenariats commerciaux. On fera un petit point réglementaire, là encore, pour cette partie Maroc. Et puis, Faiza prendra la parole pour la partie conseil et infos pratiques dans vos affaires. Je te laisse la parole, Nadia. Merci Karen, bonjour à tous et merci à BCI pour l'organisation de ce webinaire. Merci aussi à toutes les personnes qui sont connectées avec nous aujourd'hui. Dans le cadre de ce webinaire, je vais vous faire une présentation sectorielle du secteur de la santé au Maroc. Je vais commencer par vous donner quelques chiffres, voilà, indicateurs sur ce secteur qui est très prometteur et qui regorge d'opportunités.
Il faut savoir que l'indicateur de développement humain au Maroc est estimé à 0,676, c'est le 7e en Afrique. 5,5 milliards d'euros sont dépensés pour la santé par les Marocains, donc c'est un indice annuel. Le budget de la santé s'élève à 2,3 milliards d'euros avec une augmentation de 14% par rapport à l'année 2000. Ce budget représente en effet 7,2% du PIB national marocain. 66% de la population marocaine dispose d'une couverture sociale de base et le gouvernement ambitionne de généraliser cette couverture au profit de tous les Marocains au cours des deux prochaines années. Il faut noter que plusieurs institutions internationales suivent et accompagnent le Maroc dans son développement et dans son processus de développement dans cette filière qui est stratégique. Ainsi, des conventions de financement ont été signées avec l'AFD, la BEI et l'Union européenne tout récemment. Une convention de financement a été signée en mai 2020 entre le Royaume et l'Union européenne pour un montant de 91 millions d'euros. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc on arrive au premier secteur qui sera présenté, c'est l'industrie pharmaceutique. Il faut savoir que c'est un secteur à fort potentiel, tant sur le marché national qu'international. Elle occupe par sa taille la deuxième place à l'échelle africaine avec un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros, soit 2% du PIB national et emploie près de 50 000 personnes. L'industrie pharmaceutique s'accapare ainsi la deuxième place après le secteur des phosphates dans les branches de la chimie. La consommation annuelle par habitant représente environ 43 euros. On compte environ 46 entreprises et une soixantaine de grossistes couvrant l'ensemble du territoire et plus de 11 000 pharmacies. L'industrie pharmaceutique marocaine couvre la majeure partie de la demande intérieure, soit plus de 60% et exporte désormais 17% de sa production. Le laboratoire, grossiste, pharmacie, consommateur, c'est le circuit prédominant pour la distribution des produits pharmaceutiques sur le marché intérieur. C'est un circuit qui représente environ 90% des produits distribués sur ce marché. Les principaux laboratoires aux fabricants marocains sont Sotema, La Profond, Pharmacin, Cooper, Maroc, Botu, Promopharm et bien d'autres. Il y a plusieurs fabricants internationaux qui sont présents sur le marché, notamment Bayer, Pfizer, Roche, GSK, Sinpharma ou Novartis. Pour ce qui est du positionnement de l'offre française, on peut noter la présence de plusieurs filiales de production, notamment Sanofi, Servier ou Mafar, ou des filiales de représentation, comme c'est le cas de Pierre Fabre. Au-delà des formes galéniques standards, de nouvelles formes sont actuellement fabriquées localement, telles que des produits de chimiothérapie, des produits hormonaux, l'insuline, les seringues pré-remplies, les poches pour alimentation parentérale et les aérosols et bien d'autres produits. Environ 80 millions d'euros d'investissements sont engagés par an par les industriels nationaux depuis 2013. Ces investissements concernent essentiellement l'outil industriel, l'innovation technologique, la qualité ou la formation. Des investissements dans des produits de biotechnologie ont également été lancés. Et il faut savoir que les biotechnologies représentent actuellement 10% du marché pharmaceutique marocain. Enfin, de nombreux laboratoires marocains ont investi dans des unités de fabrication situées en Afrique, contribuant ainsi au développement du tissu industriel sur le continent africain. Slide suivant, s'il vous plaît.
Donc, le secteur des dispositifs médicaux est aussi un secteur porteur au Maroc. Il emploie plus de 10 000 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 275 millions d'euros. Le marché est largement dominé par l'import puisque 90% des dispositifs médicaux sont importés, essentiellement des États-Unis, d'Europe et d'Asie. La croissance du marché se situe entre 7 et 10% par an et le nombre des dispositifs médicaux enregistrés est estimé actuellement à 80 000 produits. On comptabilise environ 500 entreprises importatrices de dispositifs médicaux et 2000 entreprises distributrices. La fabrication locale est quant à elle représentée par une dizaine de fabricants essentiellement spécialisés dans le textile non tissé, les textiles médicaux ainsi que le mobilier médical. De nombreuses sociétés étrangères sont représentées par des partenaires marocains comme Medtech Diagnostic qui représente la marque Midray ou T2S qui représente GE Healthcare ou Medicar qui représente la marque Dragé. On note aussi la présence de filiales étrangères de grands groupes tels que Fresenius Medical Care Afrique. Pour ce qui est de la présence française, les principaux opérateurs français présents via des filiales ou des distributeurs locaux sont Air Liquide, Groupe Lopin et Elsan. Il faut noter qu'un accord de libre-échange a été signé avec l'Union européenne. Aussi, les produits fabriqués en zone Union européenne entrent en exonération de droits de douane au Maroc. Pour ce qui est la réglementation, après, il y a un slide qui est dédié et qui précise cette partie. Donc, l'enregistrement des dispositifs médicaux doit être effectué auprès du bureau des dispositifs médicaux au sein de la direction du médicament et de la pharmacie qui dépend du ministère de la Santé marocain. Le certificat d'enregistrement est valable pour une durée de 5 ans et cette période est renouvelable dans les conditions fixées par arrêté ministériel. La pandémie du Covid-19 a mis en lumière l'importance stratégique d'un approvisionnement régulier du marché marocain en matériel médical. Effectivement, les besoins des hôpitaux ont fortement augmenté ces 6 derniers mois et le Royaume a importé de nombreux dispositifs médicaux pour équiper ces hôpitaux. Ainsi, le ministère de la Santé a consacré un montant de plus de 180 millions d'euros pour effectuer ces achats. Par ailleurs, une convention de financement dans le secteur de la santé a été signée en mai 2020 entre le Royaume. Là, je pense que j'en ai déjà parlé. Donc, pour un montant de 91 millions d'euros. Le nouveau matériel concerne essentiellement les lits de réanimation, moniteurs multiparamétriques, pousse-seringues, appareils respiratoires, appareils aspirateurs chirurgicaux, radios mobiles, numériseurs et reprographes, les kits de détection, etc. Slide suivant, s'il vous plaît. On ne vous entend pas. On ne t'entend pas, Karen. Avec le micro, c'est mieux. Oui. Oui, avant de passer à la diapo suivante, si tu me permets, même question que pour l'Algérie. Si on veut résumer les besoins marocains en termes de produits pharma ou de dispositifs médicaux, de quoi a besoin le Maroc? Quelles sont les opportunités concrètement pour nos entreprises bretonnes? Quelles sont les expertises recherchées, les produits dont le Maroc a besoin? De toute façon, Karen, on a un slide qui est dédié aux opportunités. C'est la partie que va présenter Faiza. Oui, j'ai un petit peu cité le matériel, les besoins immédiats, mais normalement, il y aura un slide qui est dédié à ça. D'accord. Il y a une question de Julien. Quel est le coût d'enregistrement d'un dispositif médical? Alors, là aussi, on y reviendra tout à l'heure sur les procédures d'enregistrement d'homologation. Oui, oui. Donc, Julien, si vous voulez bien, on va répondre à cette question tout à l'heure.
Oui, si pour le coup, je ne pense pas que j'ai l'information tout de suite, mais on peut récupérer l'info auprès des institutionnels. Si vous pouvez nous mettre en relation avec la société. Bien. Oui, oui, ce sera fait. De toute façon, toutes les réponses précises que l'on ne peut pas apporter là pendant le webinaire, on va organiser des échanges en visio post-webinaire C'est parfait. vous répondre plus en détail. On va passer donc au point suivant, celui des biotech. Des biotech. On arrive au secteur des biotechnologies. Il s'agit d'un secteur en pleine croissance avec un fort potentiel d'innovation, notamment dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. On vient d'en parler. Comme déjà précisé, les biotechnologies représentent 10% du marché pharmaceutique marocain. Il faut noter que l'écosystème médicament qui a été créé regroupe essentiellement les métiers des essais cliniques, des ingrédients pharmaceutiques et les médicaments biosimilaires. La crise sanitaire a permis une véritable prise de conscience des autorités marocaines vis-à-vis de l'indépendance du Maroc dans la conduite de recherche biomédicale. Ainsi, le Maroc tente de s'émanciper dans le domaine des biotechnologies en développant la recherche et développement et en créant des partenariats avec des laboratoires médicaux internationaux. En effet, le Maroc cherche à développer ce marché de façon à devenir une destination forte des essais cliniques internationaux et un centre de production de principes actifs et d'emballage. Tous ces éléments font que ce marché présente des opportunités intéressantes pour l'offre française en termes de formation, d'équipement, mais aussi de transfert de technologie. Je vais vous citer quelques exemples de collaboration dans ce domaine. Donc, il y a le laboratoire Sotema qui a signé en 2016 un accord de transfert de technologie avec le laboratoire russe Bioka, dans l'objectif de fabriquer au Maroc le premier médicament biosimilaire anticancéreux issu des biotechnologies. Ce projet ambitieux de 23 millions d'euros place le Maroc dans les pays producteurs de biotechnologie. Un autre exemple est celui des 2 accords de coopération en matière d'essais cliniques du vaccin anti-Covid qui ont été conclus entre le Maroc et le laboratoire chinois Sinopharm. Ces accords avaient pour objectif de faire participer le Maroc aux essais cliniques de la phase 3 du vaccin, à savoir les tests sur les humains. Le marché marocain des biotechnologies souffre d'une insuffisance de moyens, mais aussi d'un manque de mobilisation des universités et des pouvoirs publics afin de faire de l'innovation une priorité. Là, on essaye de remédier à ces lacunes. Afin de stimuler le développement de la recherche, des cités de l'innovation ont été créées dans les principales universités des grandes villes du Maroc, notamment Casablanca, Agadir et Fès. Slide suivant, s'il vous plaît. S'il y a des questions, n'hésitez pas encore une fois à intervenir par écrit ou oralement. Les medtech maintenant. Voilà. Pour ce qui est du secteur de la medtech, il faut savoir que le Maroc est encore dépendant à plusieurs niveaux des importations, notamment européennes. Néanmoins, le Maroc tend à diversifier son offre et souhaite se positionner à long terme comme une plateforme de délocalisation pour la production d'appareils et d'équipements biomédicaux. L'expansion progressive du réseau des cliniques privées, de santé privée, a largement contribué à la montée en gamme de l'offre en technologie médicale au niveau national. Le Maroc est par exemple devenu une référence auprès des étrangers dans certains secteurs, comme ceux de la chirurgie dentaire ou la chirurgie esthétique.
il serait intéressant de signaler que la grande majorité de l'offre locale en technologie médicale est concentrée en zone urbaine, ce qui accentue la problématique nationale d'accès aux soins. À titre d'exemple, pour les équipements médicaux lourds, la répartition s'élève à plus de 95% d'équipements en zone urbaine et contre 5% en zone rurale. Le parc actuel des équipements biomédicaux est en cours de renouvellement avec un âge ne dépassant pas 5%, plutôt 5 ans. Concernant la radiologie lourde, le parc était relativement ancien et aujourd'hui pratiquement renouvelé. À noter que la durée de vie moyenne d'un parc de radiologie lourde est de 10 ans. Parmi les besoins identifiés dans ce secteur, on peut citer la maintenance corrective et préventive d'équipements biomédicaux dans plusieurs hôpitaux provinciaux, notamment en imagerie médicale, matériel de réanimation, scanner, centres dentaires, etc. Il y a l'achat de matériel médicaux technique pour les centres de santé, la construction en fait et l'équipement de 3 nouveaux CHU et 7 centres hospitaliers de proximité va certainement contribuer à attirer la demande dans le secteur ces prochaines années. Sinon, de nombreux distributeurs ou sociétés distributrices sont présentes sur le marché. Donc, il serait pertinent et intéressant pour de potentiels fournisseurs de prendre attache avec ces entreprises dans le cadre d'une prospection du marché marocain. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, on arrive au secteur de la e-santé. Il faut savoir que le développement de la e-santé est l'un des axes prioritaires du plan santé 2025. En 2018, une nouvelle réglementation est venue pour la première fois structurer le secteur de la télémédecine au Maroc en créant et en lançant la Société marocaine de télémédecine, dont le rôle principal est la promotion des activités de télémédecine. Ainsi, elle a entrepris la mise en œuvre d'un projet national de télémédecine ambitieux, alliant pour objectif l'amélioration de l'accès aux soins des populations rurales via la promotion de la télémédecine. Le projet est déjà actif sur 6 zones enclavées avec un objectif de généralisation à la totalité des zones enclavées dans les prochaines années, ce qui représente environ 1,5 million de personnes. La crise du Covid a en effet permis de développer l'utilisation de nombreuses branches de ce secteur qui est la e-santé, à l'instar de la télémédecine ou des plateformes de téléconsultation. Ainsi, la crise a poussé le Conseil national de l'ordre des médecins à vraiment autoriser l'usage de la téléconsultation gratuite pour assurer le suivi des patients à distance. Ainsi, des plateformes de consultation et de prise de rendez-vous en ligne ont vu le jour et ont été développées, telles que Tbib 24, Dabadoc, Avis médical ou tout récemment Maroc Docteur. Des applications liées à la santé ont été lancées aussi en 2020 comme Wikaitna et Santé Connect. Il faut savoir que le ministère de la Santé est l'interlocuteur à privilégier dans ce domaine. Aussi, les entreprises françaises qui sont intéressées par ce marché doivent rester à l'écoute de tous les appels d'offres publiés par le ministère. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. En ce qui concerne les infrastructures de santé, le secteur public compte 149 hôpitaux, dont 5 CHU pour 22 838 lits. Le secteur privé comprend 359 cliniques privées pour 9 719 lits, 11 576 cabinets de consultation et 3 121 cabinets dentaires.
Pour ce qui est de la répartition du personnel médical, le secteur de la santé compte 32 000 infirmiers et 25 000 médecins, dont 52 sont dans le secteur privé et 48% dans le secteur public. Avec 7,1 médecins pour 10 000 habitants, le Maroc accuse encore un déficit énorme, donc d'environ 97 000 professionnels de la santé, donc y compris médecins, infirmiers, techniciens. Les régions de Bni Mellal, Khnifra et Draa Tafilalt enregistrent le plus fort déficit avec respectivement un médecin pour 2473 habitants et un médecin pour 3176 habitants. Cet énorme besoin en termes de formation représente de vraies opportunités pour les entreprises actives dans ce secteur qui est la formation médicale. Je voulais vous informer de la création du Club Santé Maroc. Il faut savoir qu'un Club Santé Maroc a été lancé en 2018 par la Chambre française de commerce, l'ambassade de France et en collaboration avec la Franchise Care. C'est un club qui regroupe l'offre française et dont l'objectif est vraiment de promouvoir l'offre française. Donc, l'adhésion est gratuite à ce club. Je suis votre contact. Voilà, n'hésitez pas s'il y a un intérêt. Je passe la parole à ma collègue. Je vous remercie déjà pour votre attention. Je passe la parole à ma collègue Faiza qui va vous présenter les opportunités existantes sur ce marché. Tu pourras peut-être, Nadia, me donner quelques détails sur le Club Santé Maroc, hein, le lien du site web, enfin, ça je peux le retrouver, mais je rajouterai ça aussi. Il n'y a pas de site, il n'y a pas de plateforme dédiée. Je serai votre contact, je vous mettrai en relation avec le président du club afin de vous inscrire sur notre liste d'envoi de nos différents mails. Est-ce que l'adhésion à ce Club Santé Maroc permet d'ouvrir des portes plus facilement, notamment pour répondre à des appels d'offres? Déjà d'être informé justement sur les différentes opportunités existantes, les différents appels d'offres qui sont lancés. Et bien sûr, il y a des réunions périodiques qui sont organisées. Donc, les sociétés intéressées peuvent justement s'inscrire et profiter de ce groupement. D'accord. Et est-ce qu'il y a, dernière question, en ce qui concerne les appels d'offres, justement, est-ce qu'il y a un site national que l'on pourrait rajouter aussi à la présentation? Elle y est déjà dans la présentation que je vais vous faire. Excuse-moi, je me rappelais plus. Il n'y a pas de souci. Dans ta partie. Bon, je te laisse la parole. Du coup. Merci. Juste pour rebondir, merci Nadia. Bonjour à tous, meilleurs vœux. Je vous souhaite vraiment une très belle année et une très bonne santé, justement. Juste pour rebondir sur le Club Santé, on a quelques slides de présentation qu'on pourra transmettre à Karen pour que vous puissiez en avoir accès au moins. Mais effectivement, ça va vous permettre d'accéder à un réseau d'affaires déjà bien ciblé, de faire cette veille qui est très importante dans ce milieu-là. Cette veille, on va dire, des marchés publics, mais aussi des marchés de gré à gré. Et ça va vous permettre effectivement d'avoir déjà un pied au Maroc sans avoir besoin effectivement si vous n'avez pas encore de partenaires et autres, ça ne peut être que positif. En tout cas, dans nos pays et notamment pour le Maroc, le réseau d'affaires reste primordial. Donc voilà, donc moi je vais vous présenter, alors Nadia a déjà effectivement bien brossé le tableau du secteur de la santé au Maroc. Moi je vais juste peut-être un petit peu aller sur les opportunités que cela confère, mais je pense que déjà avec les propos de Nadia, vous l'avez bien compris, c'est un secteur prioritaire chez nous au Maroc. Encore plus avec la crise que nous subissons encore, que nous avons subie l'année dernière. Et donc, effectivement, le Maroc a établi une vraie stratégie nationale pour le développement de la santé et du secteur de la santé au Maroc.
Et donc, ce plan s'appelle Plan Santé 2025 et je vais essayer de vous en donner en tout cas une lecture synthétique. Alors, le Plan Santé 2025 du Maroc s'appuie sur 3 axes prioritaires, 3 piliers prioritaires, qui est tout d'abord le développement de l'offre de soins au Maroc, de tous nos audits et de toutes nos études, effectivement, il est clair qu'elle n'est pas encore suffisante. Et de toute la partie amélioration de l'accès aux soins. Nadia l'a précisé, effectivement, ça fait vraiment partie des priorités nationales qui ont même été du coup ravancées, vous le verrez tout à l'heure, sur les objectifs 2021. Le deuxième grand pilier, c'est effectivement le renforcement des grands programmes nationaux de santé et de lutte contre les maladies, par exemple contre le cancer, contre d'autres maladies qui sévissent encore dans notre pays. Et le troisième pilier, c'est vraiment tout ce qui est la gouvernance, l'amélioration de la gouvernance et l'utilisation des ressources. Alors, on va aller un petit peu plus justement dans le détail sur la slide suivante. Donc, ce plan santé, il est hyper détaillé puisqu'il y a 25 axes prioritaires et dans ces 25 axes prioritaires, il y a 125 actions que les organismes dédiés à la santé sont censés effectivement développer. Et vous l'aurez compris, ces 125 actions sont des opportunités pour vous en tant qu'entreprise française et spécialiste du secteur. Alors, quelques axes prioritaires qu'on a notés dans cette slide, c'est effectivement le renforcement de la promotion de la santé pour des populations, on va dire, un peu plus marginalisées. Au Maroc, il y a effectivement encore beaucoup de petits villages, il y a encore un milieu rural très important où l'information n'arrive pas forcément jusqu'à cette population. Donc, c'est vraiment cibler toute la population marocaine, pas que dans les villes, mais aussi vraiment dans les plus petits coins du Maroc. C'est élargir la couverture médicale. Donc, en France, c'est vrai que ça vous paraît peut-être anodin parce que tout le monde a une sécurité sociale. Au Maroc, ce n'est pas encore le cas. Nous sommes encore à 60% de la population qui a un accès aux soins via la couverture sociale universelle. L'objectif, justement, en 2021, donc c'était un objectif à 2025, mais qui a été renforcé avec cette crise sanitaire, c'est d'atteindre évidemment les 100%. Et à 2021, au moins 90% de la population doit avoir accès aux soins du pays. C'est évidemment promouvoir donc des modes de vie plus sains. Donc, il y a beaucoup de campagnes publicitaires qui sont faites dans différents canaux de communication, notamment la télé, qui reste un des canaux les plus utilisés parce que c'est là où on peut toucher le plus de personnes. Mais c'est aussi dans les lycées, c'est aussi dans les dispensaires, c'est aussi dans les unités mobiles qui passent un peu partout au Maroc. Donc, vraiment, l'importance de mieux se nourrir, faire du sport, un peu comme ce qui a été fait en France avec le fameux manger 5 fruits et légumes et faites un peu d'activité physique. Donc, c'est aussi pallier la pénurie de ressources humaines parce qu'une des problématiques majeures du secteur de la santé au Maroc, c'est effectivement le manque de ressources humaines. Donc, ça concerne aussi la France, mais beaucoup aussi au Maroc. Donc, c'est vraiment de pouvoir développer ces ressources humaines à tous les niveaux, depuis évidemment les spécialistes jusqu'à effectivement le personnel aide-soignant et autres. Et instaurer un système national d'information sanitaire intégré. Donc là, vous l'aurez compris, dans l'évolution de la télémédecine, de la e-santé qu'on vous a présenté, c'est vraiment effectivement d'appuyer encore plus ce système informatique. C'est organiser l'offre de soins, c'est développer le réseau hospitalier. Donc il y a énormément, et ça vous confère énormément d'opportunités puisqu'on est vraiment dans un programme très ambitieux de créer, de construire de nouveaux centres hospitaliers, des CHU aussi, mais des hôpitaux provinciaux, des hôpitaux régionaux. Donc, tout ça, effectivement, va vous permettre d'avoir un certain nombre d'opportunités importantes. C'est développer la médecine de proximité, donc ça vient en lien. C'est l'accès aux médicaments avec, effectivement, un système très rodé, très précis sur, effectivement, les enregistrements de médicaments qu'on verra tout à l'heure et avec, effectivement, le renforcement de l'encadrement législatif. Donc, c'est vraiment quelques axes prioritaires parmi les 25. Et à l'intérieur, effectivement, vous l'aurez compris, il y a plusieurs actions qui doivent se mettre en place, qui sont en train de se mettre en place, puisque c'est un plan qui a commencé déjà il y a quelques années, qui doit terminer en 2025.
c'est évidemment lancer la chaîne santé publique, c'est créer un data center important pour effectivement localiser toutes les données santé avec ce fameux passeport santé, santé un peu numérique que tout le monde aura. C'est renforcer la communication voilà, dans tous les milieux du pays. C'est mettre à niveau les hôpitaux, les services de psychiatrie intégrés qui manquent énormément au Maroc. C'est promouvoir la télémédecine. Ça, c'est vraiment un des axes majoritaires et avec cette crise sanitaire qui a été vraiment renforcée. C'est accélérer vraiment voilà, tout le plan national, le développement de la e-santé, le plan national de prévention, parce qu'il n'y a pas seulement guérir, c'est aussi vraiment prévenir avant de guérir. Sur la slide suivante, donc, je rappelle juste vraiment les objectifs 2021 qui ont été conférés au ministère par la monarchie. C'est vraiment le recrutement de personnel médical. Là, c'est plus de 4000 postes qui devront être du coup être mis en place d'ici 2022. À début 2022. Donc, pour vous dire qu'effectivement, là, il y a une grande campagne de recrutement au Maroc actuellement. Et donc, ça confère pas mal d'opportunités dans la formation professionnelle. C'est l'augmentation de la capacité litière, parce que cette crise nous a prouvé qu'effectivement, on était encore loin des agrégats que l'OMS confère à tous les pays, hein, puisque effectivement, on a encore beaucoup de constructions à faire au Maroc pour avoir un accès aux soins le plus proche pour la population. Il faut savoir que dans certaines régions du Maroc, vous avez des populations qui sont encore à plus de 200 km d'un hôpital public. Ce qui est effectivement donc très contraignant pour cette population. Donc, c'est vraiment l'augmentation de la capacité litière. C'est le développement de l'e-santé, parce qu'effectivement, il faut montrer qu'effectivement, la santé elle est accessible de partout et qu'effectivement, il faut qu'elle soit efficace avec un dossier unique, avec effectivement toutes les informations nécessaires sur les personnes. Et c'est le renforcement de la santé en milieu rural, j'en ai parlé tout à l'heure, qui reste très primordial au Maroc. Sur la slide suivante. Donc, si on va un peu plus dans les opportunités que cela confère, effectivement, sur le pilier 1 du développement de l'offre de soins, c'est effectivement toute la possibilité d'investissement que certains opérateurs étrangers peuvent du coup viser, puisque les partenariats, les PPP, comme on les appelle, les partenariats publics-privés, sont facilités au Maroc, sont même très suggérés, et donc avec la création de cliniques, par exemple privées, mais avec, on va dire, des liens très forts avec l'hôpital public ou la direction de la santé régionale. C'est tout ce qui est construction, rénovation d'hôpitaux, la mise à niveau des services d'urgence qui reste primordial. Donc, je vous parlais de la construction de CHU, de centres hospitaliers provinciaux, mais aussi régionaux. Et donc, évidemment, des entreprises qui sont dans les équipements, qui sont dans l'architecture, qui sont dans les process. Là, effectivement, vous avez de très belles opportunités. Puisque voilà, on est encore en plein développement, en pleine construction. C'est tout ce qui aussi concerne la technologie, hein, puisque quand on crée un nouvel hôpital, il faut effectivement avoir tout le transfert qui va avec de technologie pour effectivement améliorer le flux, pour améliorer l'accès aux urgences, pour améliorer, bon voilà. Donc c'est tout ce qui est transfert de technologie, aussi et principalement dans les dispositifs médicaux. Puisque Nadia l'a souligné, on est encore à 90% d'importation. Donc, il y a très peu de production locale. Donc, évidemment, toutes les entreprises qui sont fabricants de dispositifs médicaux ont effectivement de belles opportunités au Maroc, avec effectivement une réglementation à respecter, mais avec de très belles opportunités, puisqu'on est encore voilà, en pleine expansion et donc avec d'énormes besoins d'importation. Un domaine aussi qui est très important, où on est très en retard au Maroc et où on a besoin d'expertise, c'est vraiment la partie gestion des déchets médicaux, que ce soit en amont mais aussi en aval. C'est vraiment voilà, comment procéder à la récupération des déchets médicaux, mais aussi comment la valoriser, comment la traiter derrière. Là encore, c'est effectivement quelque chose sur lequel des experts internationaux peuvent se positionner. Sur le pilier 2, qui est l'amélioration de l'offre de soins,
c'est toute la partie conseil en gestion. Alors là, pour le coup, effectivement, le gouvernement a vraiment mis un coup d'accélérateur. Il s'est doté de partenaires avec des grands cabinets de conseil qui l'ont bien appuyé, mais bon, qui peuvent aussi conférer encore d'autres opportunités, effectivement. Donc, on travaille avec des grands cabinets internationaux, mais aussi avec l'Union européenne qui nous a beaucoup appuyé en tant que pays voisin. La partie digitalisation, donc ça, on va encore beaucoup en parler. La e-santé, vraiment, c'est toute la partie, voilà, toute la réorganisation du système de santé avec ses données, sa data, ce qu'on en fait, l'accès aussi par les professionnels de santé. Donc, c'est vraiment voilà, la création d'un identifiant unique pour chaque personne, mais aussi pour les professionnels, pour effectivement améliorer le parcours de soins et puis évidemment permettre une meilleure gouvernance et puis un meilleur système. Sur le pilier 3, qui est le renforcement des programmes nationaux de santé, donc on en avait beaucoup entendu parler avec la reine Lalla Selma, qui avait beaucoup œuvré sur la lutte contre le cancer avec des sites dédiés en oncologie. Donc là, ça continue. Et là pour le coup, les opportunités sont nombreuses, puisque le Maroc, étant très en retard dans la partie R&D, essaye de rattraper ce retard et a besoin effectivement de coopération internationale. Donc, toutes les entreprises qui sont dans la R&D sont vraiment très attendues au Maroc, quel que soit le domaine, puisqu'effectivement, je vous ai parlé de la lutte contre le cancer, mais pas seulement, puisqu'on veut aussi effectivement, vous l'avez vu tout à l'heure dans la présentation sectorielle, on est beaucoup dans le développement de la biotechnologie, dans le développement des médicaments, des vaccins. Donc, effectivement, tout ça fait que les laboratoires marocains, mais aussi étrangers implantés au Maroc, sont effectivement porteurs d'opportunités. Donc, les startups qui sont dans ces domaines-là, parce que je sais qu'en France, il y a quelques startups aussi qui arrivent à travailler sur des marchés de niche, sont effectivement très écoutées et très attendues. La formation professionnelle, vous l'avez vu, hein, nos ambitions sont très fortes, 4000 recrutements d'ici 2022, donc à tous les niveaux. Donc effectivement, les entreprises, si vous êtes dans de la formation professionnelle dédiée au personnel de santé, mais aussi à la gouvernance, ou à la gestion numérique, là encore, effectivement, on est très demandeur au Maroc. Donc voilà, là, on a repris formation de personnel soignant, les grands secteurs porteurs, la gestion des déchets médicaux, j'en ai parlé, la dématérialisation des données, la gestion de ces données, et puis voilà, tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Slide suivante. Donc, comment on rentre dans ce marché? Vous l'avez compris, hein, déjà le réseau, on en a parlé avec le club santé, mais il n'y a pas que le club santé, il y a effectivement tous les autres, les fédérations professionnelles, les associations professionnelles, donc il ne faut pas hésiter. C'est aussi faire une veille importante, puisque c'est un secteur sur lequel effectivement l'offre publique est importante. Donc on a un site internet marchépublic.gov.ma où là vous avez tout le recensement de tous les marchés publics, donc de tous les établissements publics au Maroc, et vous avez la possibilité de faire un choix par secteur d'activité, parce qu'évidemment vous allez aussi trouver de la défense, vous allez trouver pas mal de choses, donc vous pourrez effectivement regarder sur la partie secteur d'activité santé, et là ça vous donne une idée sur un an en avance sur toutes les opportunités d'affaires qu'il peut y avoir sur les marchés publics. Alors, souvent, dans les marchés publics, il faudra développer un partenariat avec un opérateur local parce que, par exemple, un hôpital public marocain ne pourra pas acheter directement vos produits à l'étranger. Donc, ça passe souvent par des centrales d'achat, par des importateurs locaux. Mais bon, voilà, certains marchés sont effectivement ouverts à l'international, mais pour la plupart des cas, vous aurez besoin effectivement d'un partenaire local. C'est aussi tout ce qui est besoin du secteur privé, hein, qui reste très important, vous l'avez vu, hein, le développement des cliniques, le développement de la télémédecine, le développement de toutes les applications, enfin voilà, il y a énormément d'opportunités qui peuvent se créer, et ça effectivement c'est le réseau qui va pouvoir aussi vous les transmettre au sein du club santé, au sein de d'autres fédérations, associations, où là effectivement beaucoup d'opportunités peuvent se passer, ou en tout cas, vous pourriez vous positionner bien en amont si effectivement les gens vous connaissent et avaient un réseau d'affaires déjà bien dédié. Et l'autre moyen qui reste encore important au Maroc, vous allez le voir parce qu'on l'a mis dans une slide après, c'est toute la partie salon dédiée au secteur médical, puisqu'effectivement, voilà.
tu l'avais, mais on la verra tout à l'heure, effectivement, Voilà. où là, effectivement, ça reste très important de vous montrer. Et puis, ça reste un moyen de faire une veille aussi pour vous, de savoir un peu qui est présent sur le secteur, quelle typologie d'entreprise, quels pays aussi sont présents. Ça vous permet vraiment d'avoir une idée bien précise. Voilà, même juste en tant que visiteur, ça vous permet vraiment de faire votre propre veille et puis de récupérer des cartes de visite. Alors, c'était effectivement... Donc là, on rappelle effectivement cette volonté très, très importante du gouvernement d'accélérer le plan santé. C'est ce que je vous disais en introduction tout à l'heure, où effectivement le plan santé est à 2025, mais avec effectivement beaucoup de prérogatives sur 2021, sur 2022. Donc j'ai envie de dire, c'est maintenant qu'il faut venir au Maroc parce que les autorités ont exprimé leur volonté, parce qu'effectivement il y a eu cette pandémie qui a fait qu'on s'est rendu compte qu'il fallait encore plus accélérer les choses, mais on s'est rendu compte aussi que l'activité marocaine a été plutôt agile sur ce domaine-là. Vous avez dû sûrement en entendre parler dans les médias français aussi, puisqu'on en avait, voilà, certains médias l'avaient cité, mais effectivement, le Maroc a énormément produit de masques, par exemple, pendant la période, la première période de la crise. Dès mars-avril, il y a eu effectivement notre industrie qui a été portée par nos deux ministères et où effectivement, on a pu effectivement déjà être autosuffisant en interne chez nous au niveau national pour la production de masques. Et puis, on a pu exporter du coup un peu partout dans le monde et notamment en Europe. Et puis, on a aussi lancé la production de respirateurs artificiels à 100% marocains. Donc ça aussi, ça a été vraiment une fierté pendant cette crise, comme quoi dans toute crise, il y a aussi des opportunités. Ça a montré effectivement l'agilité, l'adaptation et la synergie que l'industrie, de manière générale, pouvait avoir avec le milieu de la santé. On a appuyé très fortement aussi par tous les fonds et les bailleurs de fonds internationaux, notamment l'Union européenne, qui nous appuient énormément. Donc, il y a une réelle confiance dans le pays Maroc. Ça, c'est aussi un point positif pour vous, hein. Sur un marché, c'est toujours important de voir qu'effectivement, on est bien noté et que les bailleurs de fonds nous suivent. Ça vous permet de vous assurer qu'effectivement, vous êtes dans un pays avec une vision stratégique, mais aussi avec des moyens qui ont été mis en place. La Banque mondiale, par exemple, nous a accordé aussi un prêt. Alors, au niveau de la réglementation, évidemment, c'est comme dans tous les pays, ce marché est très réglementé. L'avantage que vous avez en tant que Français, c'est qu'effectivement, les normes se rapprochent énormément des normes européennes. Donc, de toute manière, vous aurez la slide. Donc, je vais juste être très brève. Il vous faut une autorisation de mise sur le marché qui doit se faire auprès de la direction de médicaments et de la pharmacie, clairement. Il y a tout un dossier à remplir. On retrouve très rapidement et très facilement ce dossier-là en ligne au niveau du ministère de la Santé. Donc, il n'y a aucune difficulté à avoir ces informations-là. Et sur, effectivement, la partie dispositifs médicaux, c'est classé par degré de dangerosité. Il y a même certains dispositifs qui n'ont pas besoin d'autorisation préalable. Il y a vraiment très peu. Mais pour le reste, effectivement, c'est soumis à autorisation avec des normes qui sont émises par l'IMANOR. Mais c'est à peu près l'équivalent de ce que vous retrouvez en Europe. Pour les médicaments, effectivement, vous devez effectivement aussi, bien entendu, monter tout un dossier, demander sa mise en autorisation. C'est vraiment le ministère de la Santé qui aussi évalue le prix, hein. Il y a un positionnement prix aussi au Maroc qui est réglementé par le ministère et qui travaille avec une commission. Et dans cette commission, vous avez effectivement voilà, des membres divers et variés, mais qui sont autour du domaine de la santé. Voilà, le plus simple, c'est de passer par votre importateur. Ça, c'est vraiment ce qu'on recommande, ou effectivement de créer sa structure locale pour effectivement activer les choses. Ça reste quand même le conseil que nous, on vous donne, c'est vraiment soit un partenaire, vous trouvez un partenaire importateur, soit effectivement travailler avec un consultant, mais vous êtes quand même mieux d'être juridiquement sur place pour faire ces demandes. La réglementation évolue aussi bien au Maroc. Là, c'est aussi sur quelque chose qui a été vraiment bien développé ces dernières années dans le cadre du plan santé 2025, justement, quand vous l'avez entendu, hein, la e-santé, la digitalisation étant très importante. On a aussi travaillé sur cette partie-là de réglementaire, où là, du coup, on a vraiment 3 textes qui ont été mis en place, qui ont été effectivement légiférés pour effectivement la pratique de la télémédecine. Donc, on vous a cité les lois, donc on
on pourra avec Nadia effectivement vous donner tous les détails nécessaires, mais vous avez vraiment toute la partie télémédecine qui est bien détaillée et bien réglementée. Donc pour une entreprise aussi étrangère, c'est important de voir que la réglementation suit derrière et qu'il n'y a pas de vide juridique. On a une question, on va revenir un petit peu en arrière sur les dispositifs médicaux. Est-ce que les prix sont réglementés pour les dispositifs médicaux? Alors, les médicaments, oui. Les dispositifs médicaux, je ne pense pas. Alors, évidemment, je pense qu'il y a une fourchette à ne pas dépasser, mais je pourrais revenir plus précisément vers l'entreprise avec plus de détails là-dessus. C'est Catel qui pose la question, donc au nom des ça sera Catel, je reviendrai vers toi. Mais je rajouterai l'information dans les slides, on va en rediscuter pas de souci. tout à l'heure après le… Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, plusieurs rendez-vous secteur santé sont prévus au Maroc. Alors, évidemment, on navigue tous à vue, donc il risque d'y avoir des changements. Au jour d'aujourd'hui, voilà les 4 événements majeurs qui sont toujours d'actualité. Le premier, c'est Medical Expo. Enfin, ce n'est pas le premier en termes chronologiques, puisque c'est celui de Medicalista en mars 2021, qui est un salon qui réunit tous les fabricants, distributeurs. Donc, ça peut être intéressant, effectivement, pour les entreprises. Je rappelle… parce que je l'ai dit hier, mais je ne l'ai pas dit aujourd'hui, le pays est ouvert. Donc, sur invitation professionnelle, vous êtes tout à fait en capacité de pouvoir venir au Maroc. Il vous faut évidemment une invitation professionnelle ou une réservation hôtelière qui prouvera que vous êtes là de manière temporaire et un test PCR de moins de 72 heures. Il n'y a pas de quarantaine à l'arrivée? Pas de quarantaine à l'arrivée, ça c'est l'avantage. Par contre, au retour en France, vous avez besoin aussi d'un test PCR. Donc nous, par exemple, pour nos clients, on organise nous-mêmes le rendez-vous au laboratoire 2 jours avant son départ à l'entreprise, ce qui lui permet de recevoir tranquillement ses résultats et de pouvoir repartir avec un test PCR qu'il pourra présenter ici à la douane française. Donc sans aucun problème. Donc c'est ouvert, n'hésitez pas à venir et moi je vous conseille très fortement de venir. C'est un pays où le relationnel reste très important. Donc il faut que les gens vous voient, les gens vous connaissent, il faut distribuer vos cartes de visite, il faut que les gens entendent parler de vous. Et effectivement, des événements, s'ils ont lieu, il ne faut pas hésiter à venir les visiter. Donc, Medicalista en mars 2021. Il y a Medical Expo du 3 au 6 juin sur lequel nous, on a déjà travaillé, qu'on trouve est vraiment très pertinent comme salon. Et d'ailleurs, c'est en marge de ce salon qu'on organise une mission collective dans le domaine de la santé dont je vais vous parler juste derrière. Il y a Préventica Maroc qui est un salon quand même beaucoup plus dédié à la prévention des risques. Et dedans, donc, il y a forcément une partie médicale qui a été du coup reportée parce qu'il n'a pas pu se faire en 2020, mais on n'a pas encore les dates. Normalement, c'était en avril, mais on n'a pas encore les dates. Donc là, effectivement, encore une veille à faire, mais Nadia suit ça de très près. Et puis, on a Officine Expo qui est vraiment dédié aux professionnels du médicament. Alors, du coup, la mission collective, comme je vous le disais, donc du 3 au 6 juin, donc c'est vraiment en marge du salon. On estime qu'effectivement, c'est toujours important et intéressant pour une entreprise française de venir donc rencontrer à la chambre les donneurs d'ordre qu'on réunit. Donc ça, c'est vraiment notre valeur ajoutée, c'est de pouvoir réunir dans un même lieu en une demi-journée tous les donneurs d'ordre, donc les directeurs d'hôpitaux, de CHU, les gens du ministère évidemment, des cliniques privées, des laboratoires de recherche, vraiment tous les opérateurs qui peuvent être vraiment pertinents pour vous en tant qu'entreprise française. C'est aussi le moyen pour vous de présenter votre offre, puisque dans ces séminaires, on présente avant tout aussi les savoir-faire français présents sur place. Donc ça, c'est toujours intéressant, puisqu'en plus, ils vous entendent et ensuite, eux expriment leurs besoins, puis on organise évidemment des rendez-vous B2B. Et on fait ça en marge du salon pour que vous puissiez aller visiter le salon, aller rencontrer, voir un petit peu ce qui s'y passe, qui est présent. Au jour d'aujourd'hui, il est toujours valide. On espère et on vous tiendra au courant si effectivement le salon a toujours lieu. Au niveau de notre mission collective, parce que je pense que ça, c'est des questions que les gens peuvent se poser, si tous nos événements et toutes nos missions sont en format hybride, c'est-à-dire que on pousse très fortement à l'entreprise française de venir sur place, mais de toute manière, tout est enregistré et tout est en forme webinaire comme aujourd'hui. Donc, vous pouvez aussi suivre à distance et networker aussi à distance et on vous organise vos rendez-vous aussi de manière virtuelle sur Zoom ou sur Teams.
Et donc, voilà, je vous remercie de votre attention et on reste évidemment avec Nadia à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions et à voilà, vos demandes d'information. Merci. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci messieurs pour la partie Algérie et également pour votre contribution. Donc on reste à votre entière disposition. Vous avez ici en fin de présentation les coordonnées de tout le monde. N'hésitez pas à nous recontacter pour aller plus en détail dans vos projets de développement ou dans vos questionnements. Catel et Nicolas, vos chargés d'affaires BCI, sont vos points d'entrée pour faire le lien après avec nos partenaires ici présents ce matin. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Merci encore pour votre attention et votre participation ce matin. Et à très bientôt pour de prochains webinaires BCI. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.